Oui, on le Excellent. voit en mode, pas par exemple en diapo. Ouais, là c'est bon. Parfait. Alors, donc je vais commencer. Donc d'abord, ben, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis bien, j'étais bien heureux de. Bon, je ne suis pas intervenu, puis j'étais bien heureux d'être là aussi pour entendre la discussion de cas. J'ai appris des choses aussi, puis ne serait-ce que de voir l'acharnement puis le dévouement avec lequel vous suivez ce jeune-là. Il y a des choses que j'ai appris aujourd'hui. Alors, merci. Je vais vous parler, donc, la capsule d'aujourd'hui. C'est une capsule qui va parler des recommandations pour l'usage du cannabis à moindre risque dans le contexte de psychose. Alors, sans plus tarder, vous voyez un peu là ici, déclaration d'intérêt. Donc, je suis psychiatre spécialisé en toxicomanie de formation. Je pratique encore. L'essentiel de mes activités sont des activités de recherche. Donc, avec l'équipe, on développe et teste des interventions pour la dépendance, les troubles de santé mentale associés. Ma programmation est financée par des organismes subventionnaires publics. Il y a un projet pour lequel on a reçu là, un produit de recherche d'une compagnie pharmaceutique, mais le projet en soi était financé par un organisme subventionnaire gouvernemental. Sinon, peut-être le plus important pour le début de la capsule d'aujourd'hui, c'est que je fais moi-même partie du groupe là, qui a développé, qui a mis à jour les recommandations pour l'usage du cannabis à moindre risque et plus spécifiquement travaillé sur l'adaptation pour les personnes avec troubles psychotiques, donc de façon inhérente, ouais, impliqué dans ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, la stratégie pour la définition des biais, c'est les divulguer, ce que je viens de faire. Et donc, les objectifs de la capsule de formation d'aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu puis rapidement, là, de quelques facteurs modifiables qui sont liés aux effets du cannabis, mais surtout assez rapidement, vous parler des recommandations canadiennes pour l'usage du cannabis à moindre risque dans un contexte de psychose. Vous parler un peu des approches. On va passer rapidement à travers, là, avec le peu de temps qu'on a, les recommandations, puis aussi quelques pistes sur comment les traduire dans un dialogue avec la personne qu'on accompagne, qui consomme du cannabis et qui présente un trouble psychotique ou qui est à risque d'en présenter un. Et avant de commencer, peut-être mini quiz, puisqu'on va parler de cannabis. Première question pour vous. Question quiz. Depuis la légalisation du cannabis, est-ce que la consommation du cannabis chez les jeunes de moins de 21 ans au Québec a drastiquement augmenté, légèrement augmenté, est stable ou a légèrement diminué ou a drastiquement diminué? Alors, je vous laisse l'immense plaisir de répondre à cette question quiz. Deuxième question, un vrai ou faux? Est-ce que le CBD du cannabidiol protège des effets délétères du delta-9 tétrahydrocannabinol qu'on appelle aussi le THC? Est-ce vrai ou faux? Alors, commençons sans plus tarder. Donc, évidemment, puis peut-être plus une mise en bouche. Pourquoi on parle de cannabis, particulièrement chez les jeunes, évidemment, dans un contexte qui sont à risque de développer un trouble psychotique, puis un trouble psychotique, ben, d'abord et avant tout parce que c'est la consommation, une des substances les plus largement consommées. Vous avez devant vous une diapositive qui vous montre un peu les données là, post-légalisation du cannabis, de l'évolution du pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus au Québec qui rapporte avoir consommé dans les 12 derniers mois. Essentiellement, ce que vous noterez, c'est que globalement, il y a une légère augmentation en fait du pourcentage de la population qui a augmenté du cannabis, mais qui essentiellement provient de l'augmentation de ce pourcentage-là dans les populations âgées de plus de 25 ans. Lorsqu'on regarde plus spécifiquement les jeunes, pas seulement les 15, 17 ans, 18, 20 ans, il y a une stabilité de ce pourcentage-là, voire même une légère diminution là, chez les jeunes un peu plus jeunes de 15 à 17 ans. J'en parle parce que souvent ça défait un peu un mythe. On a souvent tout ce qui est colporté dans les médias l'impression là, qu'il y a eu comme une épidémie de consommation de cannabis, puis que surtout nos jeunes consomment davantage, qui était la crainte avant la légalisation. Puis bon, on ne sait pas tout à fait ce que les données nous montrent. Par ailleurs, évidemment, vous voyez les chiffres comme moi, là, on parle d'une substance qui est donc très, très, très largement consommée dans la population. Puis vous voyez, là, peu importe le groupe d'âge, mais pas seulement chez les jeunes, on parle de un jeune sur cinq à un jeune sur trois, parfois même autour de 40 là, qui vont rapporter avoir consommé du cannabis dans la dernière année. Oh, désolé. Évidemment, puis là, c'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui, mais probablement vous êtes aussi familier avec je dirais, une littérature qui est de plus en plus abondante sur les effets du cannabis ou l'association du cannabis avec différents problèmes de santé.
On sait qu'il y a notamment, plus particulièrement au niveau cardiovasculaire, sur le plan pulmonaire, des associations qui ont été démontrées entre l'usage de cannabis et certains problèmes de santé physique. L'effet ou le type d'effet pour, je dirais, et de troubles pour lesquels on a le plus de littérature, c'est fort probablement la santé mentale, où on a maintenant une association qui est assez bien démontrée là, d'une augmentation du risque de développer un trouble psychotique chez les gens qui consomment du cannabis. Également, un risque plus élevé de développer notamment là, des symptômes dépressifs, des idées suicidaires, et évidemment là, une littérature qui est maintenant assez abondante qui nous montre que le cannabis entraîne des effets délétères là, sur la performance cognitive. Je dirais là où la littérature, à mon avis, est encore plus utile, c'est que non seulement, bon, maintenant, on a quand même une littérature qui nous montre que le cannabis peut effectivement être associé chez certaines personnes à des effets délétères. Évidemment, c'est pas le cas chez tous. Donc, on a une littérature qui nous montre assez bien là, que le cannabis peut parfois être une substance qui est utilisée avec, puis les gens vont nous rapporter des effets agréables, parfois même certains effets thérapeutiques, alors que d'autres vont nous rapporter effectivement des effets qui sont un peu plus délétères, notamment sur le plan de la santé mentale. Et la littérature scientifique a maintenant démontré de diverses façons qu'il y a toutes les consommations de cannabis ne sont pas égales et qu'il y a différents facteurs ou indicateurs qui font en sorte que des comportements qui font en sorte qu'une personne va être plus ou moins à risque de développer des problèmes associés à la consommation de cannabis, ne serait-ce que par exemple le contenu en cannabinoïdes avec, on sait, là, plus le contenu, la dose en THC est élevée, plus le risque d'avoir des effets délétères sur la santé mentale est important. Si vous consommez de façon très intensive, si vous commencez à consommer, mais très tôt, notamment quand on parle d'un début de consommation à l'adolescence, si vous consommez, vous avez déjà un bagage génétique qui vous prédispose à des problèmes de santé mentale, euh, sont tous je dirais, des facteurs ou des comportements qui, dans bien des cas, sont modifiables et qui peuvent exacerber le risque que quelqu'un développe des problèmes associés à la consommation de cannabis, puis qui va dicter, en fait, si la personne va ou pas vivre des effets qui sont agréables ou thérapeutiques, ou encore là, des problèmes sur le plan de la santé ou sur le plan social. C'est ce qui a mené initialement à développer ce qu'on appelle en anglais les Lower Cannabis Use Guidelines, qui ont été mises à jour il y a quelques années de ça, et vraiment un outil qui vise sur le plan de la santé publique à résumer un peu la littérature scientifique sur les effets du cannabis, mais surtout les facteurs modifiables, les comportements modifiables, essentiellement donc des comportements qu'une personne peut adapter puis qui peut faire en sorte que son risque de développer des problèmes de santé, notamment de santé mentale, va être diminué mais qui a vraiment été développé, je dirais, dans une perspective d'approche populationnelle, de santé publique très large, qui ne visait pas spécifiquement les gens qui avaient un problème déjà existant de santé mentale, des recommandations qui restent quand même assez générales et des recommandations, par exemple, qui, particulièrement lorsqu'on œuvre dans le champ de la santé mentale ou de la dépendance, nous laissent un peu sur notre faim. Par exemple, on a des recommandations qui disent qu'évidemment, si vous avez déjà un problème de santé mentale existant, l'approche la plus sécuritaire, c'est probablement de vous abstenir de consommer ou de consommer de façon vraiment très, très minimale. Bon, ce qui n'est pas inutile à l'échelle populationnelle, mais qui, lorsqu'on intervient auprès de gens qui consomment activement des substances psychoactives, dont le cannabis, est relativement peu utile ou nous reste un peu sur notre faim. Ce qui a fait en sorte qu'on a développé, un groupe là, qui avons développé une adaptation de ces recommandations-là, mais spécifiquement centrée autour du risque de développer des problèmes psychotiques, des symptômes psychotiques, et aussi plus particulièrement certaines recommandations pour les gens qui déjà ont un trouble psychotique, qui consomment du cannabis, au-delà évidemment de la recommandation assez générale de dire que, bon, si on s'abstient, évidemment, le risque de développer des problèmes est moindre. Donc, vous avez là un peu là, l'objectif essentiellement là, de ces recommandations-là, c'est sur la base des données probantes, de donner des recommandations sur des comportements qui potentiellement peuvent diminuer le risque de vivre des problèmes associés à la consommation de cannabis, avec une approche, je dirais, assez semblable aux recommandations initiales qu'on avait faites, dont j'ai parlé là, il y a quelques années, où c'est essentiellement basé sur les meilleures données probantes qu'on a jusqu'à maintenant disponibles, mais spécifiquement je dirais, adapté, pensé en fonction des gens qui sont à risque ou qui ont développé un trouble psychotique. Donc, essentiellement, ce que ça donne, c'est une recommandation générale, mais 11 recommandations. Vous n'avez pas besoin de lire les détails ici parce que je vais les passer avec vous une après l'autre. Vous allez voir dans les recommandations, évidemment, qui sont tirées là, de l'article scientifique qu'on a publié, c'est des recommandations dans un vocabulaire scientifique.
Donc, je vais vous les présenter. Dans un deuxième temps, évidemment, ce que je vais rapidement couvrir avec vous, c'est l'idée qu'évidemment, ces termes-là, le vocabulaire qui est utilisé, évidemment, en fin d'échange, comme celle qu'on a aujourd'hui sur le plan scientifique, doivent être traduits dans un vocabulaire, une approche qui est adaptée à la personne qui consomme du cannabis. Et ça, c'est la deuxième partie là, de la capsule d'aujourd'hui. Donc, la première recommandation, essentiellement, ce qu'on vient dire, c'est que si quelqu'un veut absolument être complètement immunisé de tout problème associé au cannabis, la seule façon d'avoir un risque zéro complet, c'est évidemment de s'abstenir puis de pas en consommer, mais que si cette abstinence-là n'est pas souhaitable, n'est pas durable ou n'est pas réaliste, qu'il y a d'autres stratégies, en fait, que la personne peut utiliser, même dans un contexte où elle présente déjà des problèmes de santé mentale, pour diminuer les risques là, d'effets qui seraient néfastes pour cette personne-là. Et donc, on commence, bon, d'abord, il y a des recommandations un peu plus en amont, là, qui rappellent effectivement que les gens qui ont des antécédents familiaux ou personnels de psychose doivent être informés que même si évidemment le cannabis n'a pas des effets délétères chez tous, mais que statistiquement parlant, ça augmente le risque là, de vivre des effets délétères associés à cette consommation-là, plus particulièrement s'ils ont déjà un trouble de santé mentale euh, existant et que si évidemment ils ne peuvent pas s'abstenir ou diminuer, qu'une solution simple, et pour parler la plus simple, là, c'est de réduire, minimiser leur exposition et l'intensité là, de leur consommation. La recommandation numéro 2 s'applique particulièrement à notamment des très jeunes qui seraient ambivalents ou qui ont tout juste commencé une consommation. Puis on rappelle là, donc sur la base du fait que on sait que plus la consommation est précoce, plus elle est associée à des effets délétères, là, que la consommation devrait idéalement être retardée le plus possible. Parce que moi, chez les gens qui voudraient en faire l'essai de cette substance-là, que cet essai-là devrait être le plus tard possible au niveau développemental. Euh, et, euh, et donc, particulièrement les gens qui auraient déjà, notamment, même à un âge plus âgé, qui ont déjà des antécédents de psychose, qui devraient, sur le plan familial, qui devraient tenter par mesure de précaution d'éviter l'utilisation très intensive de cannabis. On rappelle qu'un des facteurs modifiables vraiment aussi le plus efficace pour réduire le risque de psychose, c'est d'utiliser des produits avec une plus faible teneur en THC. On vient spécifiquement aussi adresser, je dirais, là, l'idée colportée qu'un produit contient du cannabidiol, ça protège des effets potentiellement psychotomimétiques du cannabis induits par le THC, en rappelant finalement que les données sur les effets protecteurs du CBD sont limitées. Puis qu'en fait, là, utiliser des produits avec haute teneur en CBD ne vient pas remplacer les autres recommandations, les précautions, notamment la recommandation d'utiliser des produits à faible teneur en THC. Donc, on venait de défaire un peu un mythe entourant là, les effets protecteurs robustes là, du CBD qui ne sont pas démontrés par la littérature. Puis on vient rappeler aussi, lorsque c'est possible, dans un contexte canadien, d'utiliser des produits qui sont réglementés puis qui permettent d'en connaître la sécurité, mais aussi s'assurer d'en connaître le contenu. On rappelle aussi qu'un des facteurs modifiables de la consommation de cannabis pour les gens qui ne veulent pas s'abstenir, c'est vraiment la fréquence de consommation. On rappelle, il y a un seuil dans la littérature là, qui indique là, que c'est vraiment à partir d'une consommation plus d'une fois par semaine qu'on voit le risque de vivre des effets délétères être plus élevé. Encore là, ça peut ou pas être réaliste pour des utilisateurs, mais on vient quand même rappeler cette recommandation-là. On, euh, on vient dans la recommandation 5 avoir une approche qui a été qu'on a fait un peu évoluer par rapport aux recommandations générales sur l'usage du cannabis à plus faible risque, où finalement, plutôt que de valoriser l'usage d'un mode de consommation versus un autre, on vient rappeler que chaque mode a des avantages, des inconvénients, puis surtout des particularités en termes de leurs effets. Par exemple, en rappelant là, qu'il y a des effets, les modes par combustion, d'inhalation, là, ont des effets davantage délétères sur le plan pulmonaire, que lorsqu'on consomme de façon orale des produits, notamment qu'on peut ingérer, que le début de l'effet peut être retardé puis entraîner un plus grand risque d'intoxication, etc. Donc, on vient plutôt suggérer que les gens soient informés, en fait, des particularités de chacun des modes de consommation pour s'assurer qu'ils le font de façon en toute connaissance de cause, puis qu'ils puissent en diminuer les effets délétères notamment lorsqu'ils sont mieux informés sur les effets de chacun de ces modes-là. On parle on rappelle aussi de l'idée, lorsque les gens consomment du cannabis, d'éviter le plus possible, évidemment, de le combiner avec d'autres substances. On parle chez les gens qui ont déjà un trouble psychotique avéré, de réduire le plus possible l'intensité de la consommation, puis qu'en alternative à l'abstinence, ça peut être un objectif tout à fait adéquat, puis qui peut
qui peut être mené à une amélioration sur le plan de la santé mentale. On recommande aux gens de davantage de consommer des produits, s'ils veulent consommer des produits avec un cannabinoïde, de valoriser le CBD plutôt que le THC, toujours en rappelant évidemment la recommandation dont je vous ai parlé tantôt de rappeler que le CBD vient pour protéger de tous les effets du THC. La recommandation 8, on vient rappeler là, évidemment que les personnes qui prennent un trouble, un traitement antipsychotique, bon, on aborde l'idée que le cannabis peut interagir avec certaines médications et donc là, qu'il peut y avoir certaines de ces interactions-là, recommandées dans la mesure du possible que les gens minimisent leur consommation de cannabis, mais que si c'est pas possible, évidemment, qu'il y a une discussion avec leur clinicien entourant l'interaction possible entre le cannabis et certains, notamment certains antipsychotiques, pour qu'il y ait une prise en considération de cette consommation-là, notamment potentiellement dans l'ajustement de la dose. La recommandation 9, en fait, on parle ici des pauses. Donc, il y a certaines personnes qui, évidemment, sont pas prêtes à s'engager dans une diminution ou un arrêt à très long terme. Mais on vient rappeler que même de prendre des pauses de cannabis peut avoir des effets bénéfiques. D'abord, ça permet de donner une pause au cerveau de la personne qui s'expose de façon chronique au cannabis. Ça permet à la personne d'expérimenter comment elle fonctionne, comment elle se sent en absence de cannabis. Puis ça peut avoir donc des effets bénéfiques. Et aussi, bon, dans certains cas, il y a des gens qui ne se pensaient pas capables d'arrêter certainement à long terme et que lorsqu'ils font un essai, même à court terme, de l'arrêt de cannabis, en voient certains bénéfices qui peuvent parfois toutefois prendre un peu de temps avant de se manifester. On, euh, on, euh, on rappelle donc aux gens aussi d'essayer le plus possible d'éviter de combiner les facteurs de risque. Donc, évidemment, lorsqu'on a déjà un fort loading génétique ou qui met à très, très haut risque de développer un trouble psychotique, on essaie d'éviter de doubler ce facteur de risque-là avec, par exemple, une consommation qui serait très fréquente ou très intensive. Et donc, ça, c'est une des recommandations. On vient aussi rappeler, puis souvent quand on est notamment quand on œuvre en santé mentale, on met beaucoup d'emphase sur l'impact du cannabis sur la santé mentale, mais évidemment, le cannabis peut être associé à d'autres risques, que ce soit par exemple sur le plan de la conduite automobile, de la santé pulmonaire, etc. Donc, on vient rappeler là, que le cannabis peut avoir aussi d'autres effets délétères ou certains risques pour la santé et de les prendre en considération là, chez la personne, puis que la personne aussi soit informée de ces risques-là pour qu'elle puisse prendre une décision informée par rapport à sa consommation. Évidemment, vous m'entendez, là, le vocabulaire que j'ai utilisé, on peut, c'est un vocabulaire, bon, je pense qu'il permet de comprendre entre cliniciens là, un peu l'essence des recommandations. On sait bien là, quand même que les termes utilisés doivent être adaptés pour s'assurer d'être dans un format qui peut être utile pour la personne qui utilise du cannabis. On a développé une série d'outils qui viennent synthétiser les données probantes, synthétiser les recommandations. On a créé un outil d'aide au dialogue pour les cliniciens, dont je vais vous aborder brièvement les composantes. On parle aussi là, on parle des ponts et obstacles à la communication, donc certains trucs aussi sur comment aborder la question du cannabis de façon constructive, moins stigmatisante, des affiches. Vous avez là un code QR. Avec le site web, là, où se retrouve l'ensemble des outils qui sont disponibles tout à fait gratuitement dans différents formats, sont disponibles en français, mais également en anglais. Donc, un exemple du tout, on n'ira pas dans le détail, évidemment, on n'a pas le temps, mais je vous invite évidemment à consulter cet outil-là. Mais dans les outils qu'on a développés, on a développé notamment là, une aide un peu avec différentes étapes sur quand aborder la question de la consommation de cannabis avec quelqu'un qui présente un problème de santé mentale, qui vit avec un trouble psychotique, qui commence d'abord en mettant, en déterminant, puis en suggérant de bien mettre la table sur trouver le bon moment pour en parler, s'assurer que la personne sait qu'on aborde cette discussion-là sans a priori, sans une approche stigmatisante. Donc, il met un peu la table pour une discussion qui risque d'être mieux reçue. Puis s'assurer aussi qu'on tient cette discussion-là à un moment où la personne a envie de la tenir, à un bon moment pour elle, où la discussion a plus de chances d'être évidemment productive. On parle un peu des méthodes pour aborder la question de cannabis, puis d'abord de commencer par poser des questions, s'intéresser à la personne, s'intéresser à son profil de consommation avant de faire des suggestions, des recommandations à cette personne. On va parler aussi un peu d'exemples de stratégies pour résumer, faire de la rétroaction à la personne sur sa consommation, évidemment, en tenant en considération, évidemment, l'endroit où cette personne est, puis la tonalité un peu de cette discussion-là. Donc, différents trucs aussi pour alimenter un peu ce dialogue-là, puis déjà donner un certain feedback ou une rétroaction
sans éviter de stigmatiser la consommation, là, mais à la personne avec qui on entame ce dialogue-là. Euh, on, euh, on va aussi parler d'évaluer la disposition au changement. Puis évidemment, on parle d'une disposition au changement qui n'est pas nécessairement l'abstinence, mais qui peut être de disposition à changer certains des facteurs modifiables, ne serait-ce que, par exemple, décider de s'approvisionner à la SQDC plutôt que de s'approvisionner sur le marché non régulé, de changer de type de produit, potentiellement avec des produits avec plus faible concentration en THC. Donc, il y a une évaluation un peu de est-ce qu'il y a certains comportements, est-ce que la personne, où elle en est par rapport à son ouverture à potentiellement changer ces comportements-là. Puis donc, avec toutes sortes de pistes sur comment, justement, là, introduire un peu la question qu'il pourrait y avoir certains changements, faire le choix de ce comportement-là, encore là, avec une approche qui est non stigmatisante, avec l'idée aussi de remettre l'emphase sur l'idée que lorsqu'on a ce type de dialogue-là, c'est important d'en faire le suivi, de revenir avec la personne à la prochaine rencontre, de revoir un peu est-ce qu'il y a des changements, puis s'assurer aussi d'une certaine persévérance. Évidemment, si c'est l'objectif de la personne est toujours là, de tenter d'introduire certains changements de comportement dans la façon d'utiliser le cannabis au quotidien. Donc, je m'arrêterai ici en espérant vous avoir rapidement synthétisé, je dirais, quelques informations sur le cannabis. D'abord, le fait que c'est très largement consommé, qu'évidemment, il y a une partie de ces gens-là qui ne sont pas nécessairement prêts à cesser de consommer du cannabis et qu'il y a plusieurs facteurs modifiables, en fait, chez les gens qui consomment du cannabis, y compris dans un contexte où ces gens-là vivent avec un problème de santé mentale et qu'il y a plusieurs facteurs, des comportements modifiables qui peuvent diminuer ou moduler là, le risque que ces gens-là vont avoir là, de vivre avec des effets délétères du cannabis, que ce soit par exemple la source d'approvisionnement, le type de produit consommé, le moment où les produits sont consommés. Et aussi là, tenter de vous introduire des outils qui ont été développés récemment, justement pour accompagner, informer les gens, mais aussi accompagner le dialogue chez ces personnes qui consomment du cannabis dans un contexte où ils vivent aussi avec un trouble de santé mentale, évidemment avec des principes qui sont bon, des principes, je pense, de base, puis que vous utilisez probablement au quotidien, mais qui est dans choisir le bon moment pour avoir cette discussion-là, de questionner sans juger, donner de la rétroaction, évaluer la motivation, puis explorer avec la personne des changements possibles, des changements qui, comme vous l'avez vu, parfois peuvent être des changements qui ont rien à voir nécessairement avec une abstinence complète, qui évidemment pour bien des gens n'est pas nécessairement réaliste ou pas souhaité à différents moments là, de leur trajectoire de consommation. Euh, donc, c'est le moment de revenir sur le mini-quiz. Donc, évidemment, vous aurez deviné là, au mini-quiz sur la question de la légalisation du cannabis, de la consommation chez les jeunes de moins de 21 ans, ben, la bonne réponse, c'est C. Donc, elle est selon le sous-groupe parmi ce groupe d'âge-là, soit elle est stable ou légèrement diminuée. Et pour la question du cannabidiol, donc non, il est faux là, de dire là, que le cannabidiol protège des effets délétères du THC. On pourra en parler, c'est certain que ça intéresse, mais bon, on a même des études qui nous montrent là, que dans certaines études, en fait, le cannabidiol même peut augmenter certains symptômes d'intoxication associés au THC. Donc, les effets délétères n'ont pas été démontrés hors de tout doute. Peut-être juste très rapidement quelques mots pour vous dire qu'évidemment, là, vous aurez deviné que notamment les recommandations adaptées pour la psychose ont été l'objet de notre travail là, avec plusieurs partenaires, des chercheurs, des cliniciens, des personnes avec expérience vécue. Donc, vraiment toute une équipe là, qui a travaillé autour de ces recommandations-là, évidemment avec différentes entités qui ont soutenu financièrement ce projet-là. Alors, je m'arrêterai ici.